Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, une école menacée par des groupes armés dans le département du Mungo. Un enseignant a été menacé de mort s'il venait à dispenser les cours. La scène se déroule dans une école en Banga. Les 4 présumés auteurs, présentés comme des Amba Boys, sont aux arrêts. Des experts en économie interpellent le gouvernement sur les risques de surendettement du Cameroun et préconisent une réduction du train de vie de l'État pour amortir les chocs provoqués par la pandémie de coronavirus. Cette sortie intervient en pleine session budgétaire au Parlement. Voilà pour le sommaire. Et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cet incendie survenu au marché du Fundi à Yaoundé, dans la région du centre. Des flammes ont ravagé une bonne partie d'un supermarché bien connu dans la cité capitale. Aucune perte en vie humaine, certes, mais d'importants dégâts matériels. Les commerçants sont sans voix à l'approche des fêtes de fin d'année. Le récit des faits avec Rodrigue Ngassi et Aïe Cyril. Au dernier étage de cet immeuble de 3 niveaux, en plein cœur du marché du Fundi à Yaoundé, les flammes consument presque tout. Selon des témoins, l'incendie se serait déclaré alors que le marché grouillait déjà de monde. On est resté seulement, on a constaté qu'il y avait l'incendie dont le feu avait pris toute la passerelle du haut. Violent, vraiment violent, un grand feu. Ça a causé un chauffage excessif à ce niveau dont la chaleur était vraiment extrême. Le supermarché qui brûle est populaire et bien connu à Yaoundé. Mais vu l'intensité des flammes, l'intervention des populations n'est pas évidente. Les gens fuient de partout parce qu'à l'heure, si personne ne peut s'arrêter avec le moyen qui est difficile, si n'importe qui se sauve seulement. Parce qu'à l'heure, si c'est chaud, hein, ça ne donne pas. Ce n'était pas du genre qu'on dit souvent au quartier qu'il faut porter le sable, aller verser là, on ne pouvait pas accéder au dernier niveau. On ne pouvait pas accéder au dernier niveau. Finalement appelés à la rescousse, les sapeurs-pompiers vont réussir à éteindre le feu. Pour cela, ils vont user de nombreux stratagèmes, en positionnant notamment des échelles afin d'accéder au 3e étage de l'immeuble. Sur les causes de l'incendie, d'aucuns évoquent soit une main criminelle, soit une mauvaise installation électrique. Ça peut être une mauvaise installation, comme toujours. La zone est d'abord très dense, les trucs sont collés comme ça, avec les fils qui passent de partout. On ne sait pas où le feu peut sortir. Aucune perte en vie humaine au terme de l'incendie, mais d'importants dégâts matériels. Selon des indiscrétions, l'espace parti en fumée au 3e étage servait d'entrepôt ou de magasin pour le stockage de la marchandise. Les 2e et 1er étages, ainsi que le rez-de-chaussée, étant quant à eux réservés à l'activité purement commerciale. Je vous le disais en titre, le temple du savoir est-il finalement devenu un lieu de haute insécurité? La question se pose après l'interpellation de 4 jeunes élèves actuellement gardés à vue à la brigade de gendarmerie de Mbanga dans le département du Mungo. Présentés comme des Amba Boys, ils sont accusés d'avoir proféré des menaces de mort à un enseignant s'il venait encore à dispenser les cours. C'est sur une note affichée sur le tableau que le message a été dévoilé à la grande surprise des élèves et des enseignants. Le récit de Jean-Paul Choniat. Détenus à la brigade de gendarmerie de Mbanga dans le Mungo, ces 4 gamins, présentés comme de présumés Amba Boys, auraient affiché ce bout de papier dans leur école pour menacer de mort un enseignant si ce dernier venait à dispenser ses cours. 0 école demain, monsieur lui. Si vous tentez, nous reviendrons ici, armes au poing, peut-on lire en substance. Selon les témoignages des élèves, l'avertissement affiché sur le tableau noir a même créé la panique générale dans tout l'établissement. J'ai demandé aux élèves, pourquoi fuyez-vous? J'ai demandé aux enfants, qui avez-vous croisé à l'école?
Ils m'ont dit avoir vu un certain Tani Jackson et un autre Ashou Junior. Descendu sur les lieux en compagnie des forces de maintien de l'ordre, le sous-préfet de Mbanga conseille à tous les élèves de dénoncer tout suspect rôdant dans les parages. Tout individu que vous repérez dans l'enceinte de votre école ou votre village, déclarant que nul ne doit aller à l'école, ils tiendront au courant le directeur qui me saisira et je saurai quoi faire. Je suis donc là aujourd'hui pour vous dire, mes chers amis, vous devez aller à l'école. Des enquêtes sont donc en cours pour déterminer si ces 4 élèves interpellés auraient été manipulés ou alors auraient ourdi d'eux-mêmes ce plan de déstabilisation de l'école dans l'arrondissement de Mbanga. Et si l'insécurité a fait son niche en milieu scolaire dans le département d'Union et les régions du centre, de nombreuses écoles publiques peinent à sortir de terre. Les salles de classe sont quasi inexistantes. Les bâtiments construits il y a plusieurs années menacent de s'effondrer et le corps enseignant et les élèves travaillent dans des conditions difficiles. On voit tout cela dans ce reportage que signent Joël Niem et Gladys Sidi. École publique de Matom dans le département d'Union et les régions du centre. Les bâtiments vétustes menacent de céder par endroits. Dans ce qui sert de salle de classe, des tables-bancs sont inexistants. D'autres bâtiments encore en cours de construction ont été abandonnés. C'est dans ces conditions que de nombreux élèves reçoivent le savoir. Cette pièce, construite en terre battue, servait autrefois de cadre scolaire aux apprenants. Le bâtiment a été délaissé il y a 1 an au profit d'un autre, construit en matériaux définitifs, plus appropriés pour les jeunes apprenants. Le souhait des populations dans le département d'Union et Kélé, c'est de voir de telles initiatives se multiplier. D'abord, c'est un monsieur que nous avons envoyé une vieille cuisine. Vraiment, c'était très lamentable. Les enfants s'essayaient sur les parpaings, on se démerdait tant qu'on pouvait. Mais avec la venue de l'actuel inspecteur, il a fait le tout pour que nous ayons au moins ce bâtiment-là. Mais vraiment, si vous voyez, les maîtres, nous vraiment nous tenons à féliciter les maîtresses qui ont travaillé à ce temps-là. Il y a quelques maîtres qu'on envoyait pour travailler là, ils refusaient, ils disaient qu'ils n'enseignent pas dans les cuisines. Les chèvres, les poules, tout était dans la maison. Donc, mais le résultat était là. Pour atteindre l'objectif qui est de miser sur la jeunesse, les élites se sont mobilisées en vue de participer au plein épanouissement des élèves et enseignants. Dans leur élan, des fournitures scolaires ont été remis aux apprenants. Le regard d'un enfant quand il est heureux, il n'y a pas mieux. Et de savoir que demain, un enfant qui n'avait pas de livre peut lire, peut écrire, peut quand même amener ses outils de travail, de classe en sécurité hors de la pluie. C'est pour ça qu'il y avait des cartables. Et bon, on ne peut pas faire moins bien, il faut faire mieux encore. Le département entend se développer et cela passe par la contribution de tous. Fait-on savoir dans le Nyong et Kélé. Et dans le département de la Sanaga maritime, les coupures d'électricité font rage dans les arrondissements de Dizangué et de Mouanko. Les populations subissent les coupures intempestives depuis plusieurs semaines. Cette situation est due, selon elle, à la qualité approximative des installations et même des poteaux électriques défectueux. Le reportage d'Eko Kalobé et de Kediara. Alors que la saison sèche, moment par excellence des délestages, pointe doucement à l'horizon, les populations de Mouanko et d'Izangué vivent au gré des coupures de l'énergie électrique. Toutes les 2 semaines, 1 mois, on a ces problèmes. Coupure de lumière intensessible. Vous gardez vos choses au congélateur, ça se gâte. À présent, tout le monde ici est sans lumière depuis 3 semaines. Une situation qui a des effets graves sur le fonctionnement de ces arrondissements qui, sans électricité, tournent au ralenti. Nos frères à Mouanko là-bas, ils ont une morgue. Nos frères meurent là-bas. Ils sont gardés à la morgue. Ils commencent à se décomposer. Vous-même voyez dans quel état, depuis 3 semaines, sans lumière, tout est en arrêt, tout est pourri. Hein? Si vous-même vous avez les frères que vous avez mis à la mort qui se décomposent, vous pouvez être content.
À la question de savoir ce qui suscite autant de coupures, un doigt accusateur est pointé sur la qualité des poteaux utilisés. Ça, je peux appeler ça la négligence. Parce que vous ne pouvez pas venir prendre des poteaux en bois, mettre dans des marécages. Sachant qu'il y a des marécages, ces poteaux ne tiennent même pas 2 mois, ils sont à terre. Dans les marécages, est-ce qu'un poteau peut rester dans le marécage? C'est pour ça qu'on demande qu'on nous mette des poteaux en béton ici, comme celui où je suis là maintenant. S'il y a des poteaux comme ça, on va vivre sans problème. Pendant ce temps, Eneo Cameroun, que nous avons contacté pendant que nous produisons ce reportage, nous parle d'un programme d'aménagement de son réseau de distribution qui est en cours sur l'étendue du territoire national. Un programme qui fait un mixage entre des poteaux électriques, métalliques et en bois. Pour le cas des arrondissements de Mouanko et de Dizangué, Eneo Cameroun leur demande de faire preuve de patience d'ici à ce que le programme arrive dans leurs arrondissements. On parle économie à présent. La dette du Cameroun inquiète les économistes qui prédisent un surendettement si rien n'est fait pour amortir les effets provoqués par la pandémie de coronavirus. C'est du moins ce qui ressort de l'étude critique de l'exécution du budget 2020 réalisée par la CAFO Policy Institute. Les économistes donc proposent au gouvernement la suppression des taxes qui n'ont pas d'incidence sur l'activité économique et la réduction du train de vie de l'État. Le reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Si les économistes sont d'avis que la dette du Cameroun reste viable, il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a un risque élevé de surendettement extérieur. En ce moment, la dette représente exactement 39,5% du PIB, qui est bien en deçà de la norme communautaire 70%. Mais si rien n'est fait, si l'État ne prend pas en compte le remboursement, au moins le remboursement du service de la dette parmi ses priorités, vous convenez avec moi que si on intègre les effets, les répercussions économiques et sociales qui sont liées à la pandémie du coronavirus, la dette peut s'avérer non viable dans les mois à venir. Certes, le gouvernement a fourni quelques efforts en matière budgétaire à travers la loi de finances rectificative du 3 juin 2020. Mais ces efforts demeurent insuffisants pour développer un secteur manufacturier sain, compétitif et diversifié, capable d'inverser la structure du commerce extérieur. Pour ce qui concerne la compétitivité, les questions liées à la créativité, le budget du Cameroun n'a consacré en 2020 que 0,63%. Je crois que c'est insignifiant. Il y a nécessité d'améliorer quelque chose dans ce sens-là. Il convient pour notre pays aujourd'hui d'investir suffisamment pour que la création des richesses soit portée par le privé. Nous sommes autour de 27,5 milliards simplement. Je crois que ce n'est pas intéressant pour un pays comme le nôtre qui met l'économie numérique et l'agriculture au cœur de son activité de relance économique. Il y a donc fort à faire pour non seulement accroître la productivité de l'économie à travers l'intensification des activités minières, sylvo-agro-pastorales et piscicoles, mais également promouvoir durablement le Made in Cameroun et ainsi ouvrir le pays à la concurrence. Il faut savoir déjà que l'efficacité de la politique budgétaire est conditionnée par les orientations de l'État en matière structurelle. Donc c'est la raison pour laquelle nous mettons un accent sur la libre entreprise. Pourquoi? Parce que si l'État encourage, si l'État met un accent sur la promotion de la libre entreprise, il y aura davantage des entreprises qui vont entrer sur le marché et cela va conséquemment agrandir, élargir l'assiette fiscale. Il faut supprimer les dépenses de fonctionnement. Pourquoi? Parce que ces dépenses n'apportent rien, aucune valeur ajoutée à l'économie. Entre autres recommandations formulées par les chercheurs de CAFO Policy Institute, la réduction du train de vie de l'État qui reste problématique, l'amélioration du niveau des dépenses en capital ou en investissement, et ce dans tous les sous-secteurs d'activité à forte compétitivité, puis la suppression des charges fiscales dont l'impact sur la croissance est négligeable, notamment celles qui découragent le libre marché. Des recommandations et bien d'autres qui tombent à pic, puisque l'examen de la loi de finances 2021 est imminent au Parlement. Et rendons-nous à présent dans la région de l'Est Cameroun où l'exploitation forestière de Bitom est au cœur d'une vive controverse. Des journalistes descendus sur le terrain pour effectuer des travaux d'enquête, notamment sur l'impact de cette gestion sur le quotidien de vie des populations, ont été interpellés puis relâchés quelques jours plus tard. Ils sont accusés de manipulation de l'opinion publique sur un projet étatique visant donc à doter Bitom du NUEFA afin de mettre fin au pillage des forêts. D'autres précisions dans ce reportage de Benjamin Issam.
La problématique de l'exploitation forestière dans la zone de Mbitom, arrondissement de Bitaréouya, un sujet à la une des journaux et qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Depuis quelque temps, on enregistre des éclats de voix dans ce qu'il est convenu d'appeler pillage indescriptible de la forêt de Mbitom. Le projet étatique de création d'une UFA dans la zone rencontre une farouche opposition des exploitants des forêts communautaires. Il y a ce projet de l'État de classer une zone de forêt pour une exploitation en RFA qui a fait beaucoup de bruit, pas du côté des populations, puisque les populations ont été suffisamment sensibilisées et ont d'ailleurs donné leur quitus et attendent de tous leurs vœux que ce projet qui est salutaire pour elles. Ces exploitants forestiers déterminés à poursuivre le pillage du bois usent de manipulation en insinuant l'opposition des populations riveraines au projet d'UFA. D'où l'omniprésence de l'administration pour faire respecter la loi. Le problème de l'UFA de Mbitom en réalité peut paraître compliqué, mais il est très simple. Il est très simple, il faut suivre et respecter la loi. Si nous nous accordons à suivre et respecter la loi, le problème de Mbitom ne se serait même pas posé. Nous restons fermes, nous disons non au pillage de la forêt et nous pensons que les populations riveraines devraient également pouvoir jouir des fruits de l'exploitation forestière. La création d'une UFA permet d'encadrer l'activité dont les retombées ne bénéficient pas toujours aux riverains. Nous n'avons pas bénéficié de quelque chose. On les exploitants même, en passant, ils ne nous disent pas bonjour. Actuellement, le bois sort dans nos secteurs. Oui. On ne voit rien. L'argent là pas haut, on ne sait pas. Donc ça fait tellement mal. En implantant une UFA quelque part, c'est comme si vous êtes venu dans une zone où vous avez un foyer reconnu criminogène et vous implantez une brigade de gendarmerie. Tous les bandits vont vous dire qu'ils sont contre l'implantation d'une brigade de gendarmerie. Les journalistes, selon l'autorité administrative, ne semblent pas jouer franc jeu dans cette cacophonie. Si un journaliste se retrouve dans une manipulation de l'opinion publique qui peut dégénérer en trouble à l'ordre public, c'est l'obligation du préfet de faire interpeller cet individu. Cette dame qui malheureusement travaille pour un organe étatique et qui se retrouvait en train de faire des choses qui ne s'expliquent pas. Je pense que sa hiérarchie a été informée de la situation et c'est à sa hiérarchie de tirer les leçons. Et pour que force revienne à la loi, surtout que les populations bénéficient de cette manne forestière, l'autorité administrative entend jouer son rôle de garante de la sécurité des personnes et des biens. De l'Est, rendons-nous à présent à l'Ouest Cameroun. Là-bas, de nombreuses villes croupissent sous le poids des ordures ménagères et autres déchets. D'ailleurs, la gestion de ces déchets demeure un casse-tête aujourd'hui au Cameroun. Le manque de moyens financiers ainsi que de ressources humaines plombe l'activité. C'est le cas à Tchon où les municipalités s'activent afin de redorer l'image de leur municipalité. Le reportage de l'Éclat Sakem. Des montagnes de déchets et des langues de boue puantes rencontrées à différents points des rues des villes camerounaises. On n'arrive pas à respirer dans la poubelle, nous nuit à tout moment. Tu es à la maison, même manger, tu n'arrives pas parfois. Donc, comme la mairie est en train de travailler sur ça, espérons qu'avec le temps, ça va aller. Il faut vous voir, il y a un coup d'eau ici, là où on lave les habits. Avant de finir, tu es mal à l'aise. Au regard de cette insalubrité qui caractérise la presque totalité de nos villes, il est établi que la question de gestion des déchets demeure une préoccupation majeure pour de nombreuses municipalités au Cameroun. La ville de Tchon, département de la Minois, n'est pas exempte de cette réalité. Tout ce que nous faisons est le reflet des désirata de nos populations. Et quand ces acteurs majeurs sont là, ça signifie que nous sommes tous préoccupés
par la question de l'assainissement, parce que c'est cela qui nous amène ici. L'AMJED est l'institution qui a été créée au sein de la commune de Tchang pour aider à assainir le territoire de notre municipalité. C'est d'abord cette collecte de déchets pour libérer les différentes servitudes, pour permettre aux populations de vivre dans un cadre d'hygiène et de salubrité. Le manque de moyens de collecte et autres entorses sont recensés pour des municipalités qui se débrouillent à sortir la tête de l'eau. Malgré cette énorme difficulté, de petits points sont marqués par certaines de ces collectivités qui mettent en place des stratégies de collecte à travers des établissements communaux à l'instar de l'AMJED. Une campagne pour l'adhésion au service de précollecte participative. Et au bout d'un mois, nous avons quand même 700 personnes qui ont pu souscrire à ce service, ce qui laisse croire que beaucoup de gens aujourd'hui, en regardant l'environnement urbain qui devient de plus en plus très belle au sein de la commune de Tchang, ont envie de mettre la main à la pâte pour que ce travail-là permette à chacun de bien vivre dans notre ville. Il faut un accent sur la voirie urbaine qui cause des pannes sur nos tricycles et sur les véhicules qui nous ont été transférés par la commune. Également, j'ai énoncé une difficulté sur le personnel, parce que le personnel de l'agence municipale reste très insuffisant par rapport au volume du travail que nous avons aujourd'hui dans la ville. Et en dernier plan, j'ai énoncé notre difficulté sur le renforcement de capacités. On va continuer à travailler pour que les capacités du personnel de l'agence municipale soient de plus en plus renforcées. Une tractopelle a récemment été acquise pour une action plus efficace dans la collecte des déchets dans la cité universitaire, ainsi que le curage et drainage des cours d'eau. Mais un autre pan de l'assainissement est celui des déchets liquides, notamment les bouts de vidange qui restent ignorés par la presque totalité des services spécialisés des communes camerounaises. Une autre santé à présent, une trentaine de tradipraticiens bénéficient donc d'une formation sur le processus de fabrication, de transformation, de dosage et de conservation des médicaments traditionnels améliorés. L'initiative de l'Institut de recherche médicale vise à les arrimer aux normes de l'OMS au moment où la médecine traditionnelle marque de bons points avec son apport dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Rodrigue Ngasti, Marcelin Gansop. 80% de la population camerounaise recourt à la médecine traditionnelle pour se soigner. Cette médecine dite alternative a davantage pris du galon avec le coronavirus qui a été vaincu dans certains cas par des solutions locales, à l'instar de celles proposées par Monseigneur Samuel Cléda. Le Covid-19 est arrivé comme une occasion pour que le monde entier reconnaisse la médecine qui a été pratiquée du 1er au 19e siècle par nos aïeux. Malheureusement, dans le pays camerounais, il n'y a pas une législature qui protège ce domaine de la médecine. Et pourtant, 80% des populations camerounaises font recours à la médecine traditionnelle pour les soins de santé. Mais faut-il pour autant ouvrir la porte à tous ceux qui la frappent? Les experts sont d'avis que seuls ceux qui le méritent doivent avoir voix au chapitre. Est-ce qu'on va laisser le milieu que chacun entre dedans? Non. L'OMS a prescrit un standard pour que la médecine traditionnelle soit valorisée dans chaque pays africain. Il faut d'abord les former. Parce que si tu les formes, c'est bien pour la santé du Camerounais. Si tu ne les formes pas, on risque de contamination, on risque les surdoses, on risque ineffective et machin. Donc, comment maintenir le produit traditionnel pour que ça soit la même activité aujourd'hui, demain et prolongation. On peut aussi exporter à d'autres pays, pourquoi pas? Pendant 3 jours, une trentaine de tradipraticiens de santé, parmi les plus respectés, ont reçu divers enseignements dans plusieurs modules qui vont les sortir du circuit de la débrouillardise et du bricolage pour les placer sur la voie de la reconnaissance tracée par l'OMS. J'ai compris que je peux encore plus, n'est-ce pas, améliorer cette pharmacopée traditionnelle-là pour qu'elle puisse être plus efficace et connaître exactement les principes actifs qui se trouvent dans les produits dont j'administrais à mes patients. Beaucoup parmi nous n'avaient pas les rudiments modernes de travail. Moi, j'ai apprécié la collaboration que l'INPM nous a proposée afin que désormais on puisse s'arrimer à toutes les méthodes de standardisation. La formation initiée par l'INPM sous le couvert du Centre de recherche en plantes médicinales et de médecine traditionnelle et du Centre de recherche médicale intervient après la conférence organisée en juin dernier à l'Assemblée nationale sur la place de la médecine traditionnelle dans l'offre de soins au Cameroun. Il est question pour l'INPM d'encadrer les tradipraticiens
pour les bonnes pratiques de la médecine traditionnelle, aussi bien pour le diagnostic que pour la transformation, les produits, ce que nous appelons ici médicaments traditionnels améliorés. Aux dernières nouvelles, l'avant-projet de loi relatif a été enfin dépoussiéré pour un examen approfondi par le gouvernement et d'autres parties prenantes de la médecine traditionnelle. L'actualité à l'étranger à présent en Côte d'Ivoire, comme il l'avait promis lors de sa campagne électorale, le président ivoirien Alassane Ouattara vient d'ordonner la remise du passeport de Laurent Gbagbo. Cette décision a été rendue publique ce vendredi. Ce document va donc permettre à l'ex-président ivoirien de regagner la Côte d'Ivoire après près de 10 ans de bras de fer avec la CPI, la Cour pénale internationale. Ce geste d'Alassane Ouattara constitue, selon plusieurs, un acte fort de décrispation du climat politique tendu depuis plusieurs semaines après sa réélection contestée. Le cas Laurent Gbagbo avait d'ailleurs été évoqué lors de la rencontre entre le président Ouattara et Henri Konan Bédié. Et toujours en Côte d'Ivoire, le dialogue entre les membres du gouvernement et les leaders politiques de l'opposition se poursuit. Deux proches de l'ex-président Laurent Gbagbo se sont entretenus hier avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, dont cette rencontre s'inscrit toujours dans une volonté d'apaiser les tensions dans le pays. L'actualité sportive à présent sport football. Malgré le match à huis clos, les supporters et les fans des Lions se sont donc massivement mobilisés pour pouvoir encourager leur équipe en grand nombre. Ils chantaient et dansaient devant la grille du stade de la réunification de Douala. Le reportage de Raoul Taboufoué et de Sylvestre Hippolyte Zangao. Entre les supporters des Lions indomptables et leur équipe, c'est une histoire d'amour. Alors qu'ils savaient que le match Cameroun-Mozambique programmé au stade de la réunification de Douala allait se jouer à huis clos, ces supporters n'ont pas hésité à se mobiliser devant le stade pour encourager l'équipe. Chantant et dansant, vêtus de couleurs vert, rouge et jaune, pour beaucoup d'entre eux. Perchés sur les balcons ou alliés derrière le cordon de sécurité, les fans des Lions indomptables ont tenu à vivre de l'extérieur le retour de cette sélection au stade de la réunification en match officiel, 22 ans après le dernier. Je suis venu parce que je viens encourager et supporter nos enfants. Ouais. Et notre pays, vraiment, en tant qu'une maman, quand tu envoies l'enfant et que l'enfant est dans un spectacle, il voit ses parents, ses frères et sœurs, il est content. Il fallait nous laisser même respecter nos couleurs, entrer là-bas pour les encourager. Nos talentueux, dans tout le monde entier, partout ils vont, sur le fan club. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer, pour supporter nos enfants, nos étoiles, pour les encourager d'aller de l'avant. Vous savez comme moi que le Cameroun c'est une terre de football. C'est une nation qui connaît le football, qui veut le football. Et nous en tant que fans éternels de football, nous voulons le football, nous voulons le retour du ballon. Que ce soit le championnat, que ce soit les Lions. Moi je pars particulièrement de Yaoundé pour le match. Je suis dehors, je ne peux pas me tuer pour ça. Je sais que je me suis déplacé parce que je voulais suivre les Lions, je voulais vivre le match de football. Bravo le Cameroun, bravo les Lions. 22 ans après, les Lions indomptables étaient de retour au stade de la réunification de Douala pour un match officiel à huis clos. Mais vous pouvez le constater, les supporters ont tenu à arriver ici, même s'ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir accès au stade de la réunification, aux tribunes du stade de la réunification de Douala. L'amour entre les Camerounais et leur sélection nationale, quels que soient les déboires, demeure finalement. Et on a pu le constater ici, en ce jeudi 12 novembre 2020, qui restera peut-être historique parce que le stade de la réunification de Douala, rénové, recevait les Lions indomptables du Cameroun 22 ans après. Et peut-être témoin de l'histoire aussi pour Equinox Télévision, Raoul Taboufoué, Sylvestre Hippolyte Zangao. Et signalons donc, on précise que les Lions indomptables du Cameroun ont battu la sélection du Mozambique sur le score de 4-1. Un match comptant donc pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Autou et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambou, on va continuer avec le sport, avec cette actualité développée par Sylvestre Hippolyte Zangao, c'est-à-dire ces nombreux supporters inconditionnels, on va même le dire comme ça, des Lions indomptables qui sont venus
s'amasser, on va le dire ainsi, autour du stade de la réunification pour suivre les exploits de leurs champions. Même comme ils n'ont pas eu accès au gradin, on va le dire, c'est quand même... on va analyser ça, cet amour pour leur équipe nationale. C'est ce titre qui sera développé dans la deuxième partie Equinox Soir. Bonne soirée à vous, Nadine Nyambou. Bonne soirée à vous, Saint-Jalin. Rendez-vous vendredi. 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie. Willy Kenyé, il est là. Dilian Kwen, Serge Pensi et Raphaël Ndougou. Raphaël Ndougou, des Camerounais, on a même suivi un qui dit qu'il est parti de Yaoundé. Il ne savait pas que le match allait se jouer sans les spectateurs. Mais il a quand même tenu à effectuer le déplacement. Pour vous, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Tout à l'heure, je vous ai dit que ces lions-là se sont agenouillés hier. Lorsqu'on chantait l'hymne national, c'était un symbole fort. Oui. Il faut bien que les Camerounais retiennent cela. Et lorsque le premier but marqué par Boubacar Mensah, ils sont également agenouillés. Il faut que les Camerounais retiennent également ça. Maintenant, sur la question que vous posez concernant ces Camerounais qui sont déplacés, c'est bien dommage qu'ils n'aient pas eu accès au stade. Mais pour eux, c'est toujours ce fighting spirit-là qui réunit tous les Camerounais autour de l'équipe. Surtout, je suis sûr qu'ils rentrent à Yaoundé, ou bien qu'ils rentrent à Yaoundé étant satisfaits avec le score. Ça aurait été peut-être gênant de savoir qu'il est arrivé ici et que les Lions ont perdu. Donc, tout à l'heure, le président disait que ce qui rassemble souvent les Lions, si vous voulez, les Camerounais, c'est le football. Et justement, tout ce qui concerne le football doit être pris au sérieux parce qu'en réalité, ça peut également nous faire perdre un peu tout ce que nous avons au quotidien, les querelles, les autres combats que nous avons ça et là, et nous nous retrouvons autour, c'est pas d'une bouteille d'eau, en regardant la télévision, ou bien au stade, en commentant le match. Donc la pandémie qui nous empêche d'accéder au stade, on espère bien que, j'ai vu les talibs passer à l'école, on espère bien qu'ils pourront trouver une potion magique de notre grand-mère au village pour éradiquer cette affaire-là, pour que quand le chant se tiendra au Cameroun, justement que les Camerounais aient accès au stade. Mais c'est un symbole très fort, et surtout que l'histoire retient que c'est le stade, la réunification. Je crois que ce nom-là, ou alors ce stade-là est vraiment symbolique, ça porte un symbole également très fort, avec la situation que nous avons, avec nos deux régions concernées. Donc il faut bien que ça aurait été bien que nous soyons tous dans ce stade-là pour applaudir, acclamer les Lions, mais malheureusement le Covid-19 nous en a empêchés. Voilà, sur cette situation d'abord d'Ilian Cohen, l'amour des Camerounais vis-à-vis pour leur équipe. Hein. Oui, c'est manifesté une fois de plus. Effectivement, les Camerounais... Vous pouvez faire ça vous partez chez vous, vous venez vous placer juste... Oui, je suis Camerounais. Oui. Pourquoi? Effectivement, c'est... Non, je dis parce que... Oui, pour le faire, hein. Bien sûr, nous avons... Pour venir... quand les Lions attendre aux abords du stade. J'essaie d'imaginer où vous êtes en train d'orienter mon regard. Oui. Oui, peut-être non, parce que aux abords du stade, voyez-vous, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas un écran géant, par exemple, où on pouvait vivre en direct. J'ai dit donc malgré l'absence de l'écran géant, même si on n'était pas directement dans le stade, oui. Et c'est pénible, c'est très désolant. Mais s'il faut revenir sur l'amour du football, les Camerounais ont longtemps manifesté cet amour. C'est-à-dire, c'est dans notre ADN. Des moments, on oublie carrément qu'on a des problèmes basiques parce qu'il y a une compétition où le Cameroun participe. C'est pour ça que je reste toujours un peu très mal à l'aise de voir que, effectivement, avec cette envie, cet engouement des Camerounais de supporter leur équipe à fond, on ne leur sert pas toujours ce qu'il faut. On ne leur donne pas, du moins, on ne leur sert pas cet espace où ils peuvent manifester leur joie,
les gens sont prêts, ils quittent de Yaoundé, certains quitteront même des fins fonds villages. Donc pour vous, il fallait au minimum, il fallait au moins les grands géants pour eux. Oui, au moins pour respecter, pour respecter ces amoureux du football que nous sommes. Il fallait au moins qu'on mette un écran géant à l'extérieur du stade pour que les Camerounais qui étaient là vivent ce qui se passe dans le stade. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Et puis bon, c'est désolant. Tout ce qu'on souhaite, c'est que tel qu'on l'a dit ici, si le gouvernement nous entend, s'ils n'ont pas lapidé Equinox comme certains semblent le faire, les amis de le pandémiste ici semblent le faire, s'ils comprennent cet appel, et on est tous très conscients que la Covid, justement, est en train de faire ses effets. On ne va pas imposer au gouvernement d'aller à contre-vent de ce que la FIFA recommande en permettant aux supporters d'entrer dans les stades. Mais au moins, on peut servir ces supporters d'un espace où ils peuvent partager, peuvent communier avec leur équipe et faire des écrans à l'extérieur des stades. Et je crois que ce sera plutôt une bonne ambiance pour tout le monde. Voilà, Willy Kenya, on a quand même vu, on parle de Covid, mais vous avez vu comment ils étaient à l'extérieur là? C'est les uns comme les autres? Le football, c'est... Le Covid, c'est seulement à l'intérieur du stade. Non, nous avons vu plusieurs manifestations au Cameroun. C'est donc quoi le problème? Non, moi je voudrais dire tout simplement à ceux qui gèrent le football camerounais de savoir que les Camerounais aiment leur pays, les Camerounais aiment le football. Et à partir de là, je me rappelle, il y a des années, quand vous allez voir le match de Racing ou bien l'Union Bamboutos, vous sentez l'engouement des Camerounais qui aiment le football. Et c'est ça qui nous rassemble. Alors je voudrais dire tout simplement la FECA Foot aujourd'hui et la Ligue qui sont en train de bagarrer aujourd'hui pour dire, parce que nous nous rappelons, il y a quelques semaines, on avait donné l'impression qu'on pouvait avoir au moins 300 à 400 personnes au stade. Mais Dilian, il dit qu'il fallait quand même faire quelque chose pour ceux-là qui sont venus. En réalité, si on ne pouvait pas entrer au stade, je crois que la FECA Foot devait prendre des dispositions pour qu'il y ait au moins l'écran géant qui permet à ces Camerounais-là de se féliciter au moins d'être au moins contents de leur équipe. Parce que j'étais à Yaoundé hier, j'ai vu comment les Camerounais suivaient en direct la chaîne nationale pour dire au moins que nous on aime encore notre pays, nous on aime encore notre équipe de Fagnon. Donc il est important aujourd'hui que les gens sachent, au-delà de leurs intérêts, que la seule chose qui réunit les Camerounais, c'est le football. Et pour que nous voyons des pays aujourd'hui, je vois le Gabon aujourd'hui qui devient, au-delà de, je veux dire, ils n'ont pas la même capacité de réaction en termes de football que nous, mais en termes d'organisation, ils sont plus avancés que nous. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, les gens qui bagarrent chaque jour à l'Africa Foot, qui bagarrent les amis de mon frère Pensi, qui sachent au moins que nous, on ne veut pas leur argent. La seule chose que nous voulons aujourd'hui, nous voulons le football. Nous voulons du beau football. Parce que il est impossible à la plupart des Camerounais au lieu d'aller voir les matchs de la deuxième division, première division. Alors que c'est ça qui fait de notre football, c'est la fierté de la nation. Alors il est important aujourd'hui qu'on met l'accent sur le football. Nous ne pouvons pas comprendre. Regardez les mamans qui sont allées dans les rues hier parce qu'ils voulaient voir les lions. N'importe qui voulait toucher combien de fois s'ils étaient au stade. Donc il est important que ce qui va se passer à partir de janvier, que les gens sachent que c'est le Cameroun qui joue. Et que c'est le Cameroun que nous allons défendre. Alors que les gens laissent à côté leurs intérêts, leurs bagarres qui n'ont rien à voir avec notre football, ils nous donnent notre football. Nous avons besoin de ça. Et nous aimons ça. Grâce au football, nous on a connu les Samuel Eto'o à cause de ballon. Grâce au football, on a vu les Roger Milla. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, les Clinton Dieu nous font plaisir. Alors, pendant que nous nous battons à notre niveau en tant que conducteur pour améliorer notre secteur d'activité, pour que ça soit prêt au moins pendant cette compétition, il faut que la FECA Foot pense aussi qu'il peut aussi améliorer sa façon d'être pour faire plaisir à des millions de Camerounais. Et c'est le lieu pour moi d'interpeller aussi le chef de l'État pour dire il est important que le chef de l'État sait le football nous a tout donné. Le football a tout donné, même au président Paul Biya. Il faudrait que le chef d'État mette fin aux intérêts des gens et qu'il remet le football aux Camerounais. C'est ça. C'est ce que nous au Camerounais, parce que les amis de mon frère Pensi bagarre, il faut tel clan. Si on ne remet pas le football à X, l'autre va aller porter plainte en Suisse. Si on remet à l'autre, l'autre prend directement la route de la Suisse. Qu'est-ce que nous voulons pour le Cameroun? Auparavant, nous n'avons pas connu ça. Nous savions qu'on paye le transport pour aller voir le match de Bamboutos, pour aller voir le match de Coton. On a connu de grands jeux ici qui nous faisaient plaisir. Aujourd'hui, il est impossible de voir encore ce type de football à cause de leurs intérêts.
Les intérêts de qui? De Maître Pensé? Ses amis. Ses amis. Ils sont ensemble. Même aujourd'hui, s'il dit le contraire, il a milité pendant longtemps dans ce clan-là. Il a milité? Il a milité, il le sait. Il le sait. Il a défendu ça. Qui? Mon frère Pensy, il le sait. Je lui supplie qu'il transmet encore mon message. C'est le message des moto-taximan. Il transmet à qui? Lui, il transmet à l'Africa Foot. Il le sait. Mais l'Africa Foot est dirigé l'Africa Foot, non, c'est vous. Même si aujourd'hui tu dis que tu avais le général, même si tu supportes le général, c'est tout. L'Africa Foot est dirigé par ton camarade du parti. Non, je ne suis pas du parti. Je vous ai dit tout simplement que vous avez divisé le football en deux clans. La Ligue dont tu supportes aujourd'hui le général, hier tu supportais l'Africa Foot. Nous voulons savoir en réalité ce qui n'a pas marché. Mais c'est pas dites-les que nous voulons avoir un beau football à partir de janvier. Il s'agit du Cameroun et laissez notre petit plaisir. Et nous voulons vous supplier. En ce moment, on sait que ce n'est pas parfait. Que ce soit quand on regarde les routes, quand on regarde beaucoup de... Mais la seule chose qui nous anime aujourd'hui, c'est notre football. Permettez au moins ça. C'est important. Ok, Serge Pensy, le chant c'est dans 2 mois. Est-ce que d'ici là, vous imaginez un chant avec ce qu'on a vu hier, sans spectateurs? Ben, écoutez, ce sont des prescriptions. Hein. Oui. Maintenant, si... Est-ce que ça ne va pas diluer? Ben, c'est que c'est une... Oui. Non, mais vous savez, il y a eu ailleurs où on a joué à huis clos. Oui, mais puis on a vu que les gens étaient scotchés à leur poste de télévision. Et ça, après, il y a eu des commentaires. Donc, c'est vrai que l'aspect des spectateurs, hein, ça dégrade un peu l'absence, ça dégrade un peu le spectacle. Mais Serge Pensy, vous avez vu comment les gens étaient amassés dehors, là? Oui, mais oui. Là, il n'y a pas Covid? Non, vous savez ma position par rapport au Covid, j'ai toujours dit ça. On ne peut pas dire au Cameroun que les gens sont collés dans les marchés, dans les supermarchés, partout, dans la rue, dans les taxis. On a même commencé à surcharger dans les taxis. Vous savez, on a repris dans les taxis, les motos-taximans portent 2 ou 3 personnes. Vous avez recommencé à... Oui, il peut 2 ou 3 personnes. Non, je veux dire que les motos-taxis font quand même partie des premières personnes qui ont commencé à respecter en termes des mesures barrières. Non, voilà, ça a été fait. Non, Serge, permettez, Serge. Je vous le dis, au moment où la Covid prenait de l'ampleur au Cameroun, nous faisions partie des personnes qui, on n'a pas dit qu'il n'y a pas les mal intentionnés, mais chaque moto-taxi avec un cache-nez. Et vraiment, on a bagarré en ce moment pour limiter un peu la surcharge dans la ville de Douala, bien que ça a évolué à un certain moment. Mais ça a repris parce que, pas au niveau des mototaximans, parce qu'un mototaximan qui quitte de Aqua pour Bonamou Sadi et doit porter un passager à 300, et le cabis peut prendre le cabis à 650, vraiment de Dieu. Comprenez, lui qu'il a des chats, il a une famille, il a la location, et vous ne pouvez pas introduire le mototaxi dans un fonctionnement. Nous prions l'État qui nous comprenne aussi que ce n'est pas évident. C'est difficile. Je une chose simple, hein, que si on regarde comment les mototaxis travaillent, 2 ou 3 personnes sur la moto, quand on regarde les taxis qui surchargent 5 personnes dans un taxi, quand on observe dans les marchés comment les gens se déplacent là-bas. Donc, pour moi, je peux dire que le Covid n'a pas, la Covid n'a pas le même effet ici chez nous. Donc, on pouvait prendre d'autres mesures. Ouvrir les stades? Ouvrir les stades, pas pour 30 000 spectateurs, mais peut-être pour 10 000. Pour 10 000. Comme ça, oui. Pour 10 000 spectateurs. Si M. Pensy, vous voulez nous démontrer qu'en réalité, la Covid aujourd'hui n'a pas tellement d'effet, moi je comprends. C'est alors vous, l'organisation, que nous n'arrivons pas à comprendre qu'en Dokoti, au marché central et à Makepe-Misoke, on retrouve les gens partout et n'importe comment. Et qu'aujourd'hui, vous dites aux Camerounais que vous ne pouvez pas entrer au stade. Moi, je voudrais bien comprendre. C'est ça que ça veut dire. Je voudrais bien comprendre en réalité quelle est la différence entre le stade ou bien l'église que nous fréquentons chaque jour et le stade. Est-ce que je ne sais pas si c'est mieux le marché. Est-ce qu'au départ, peut-être, je ne sais pas si ta position a évolué, est-ce que vous n'avez pas prévu au départ, pendant que vous aviez organisé la CAN,
ou bien pendant qu'il y avait la Covid, on ne pouvait pas créer des possibilités parce que je vois des pays aujourd'hui où on permet au moins à quelques supporters quand même d'entrer au stade. Oui, mais pas quand même 5 000, mais quand même on montre au moins... Donc je disais que le stade de l'impression, 30 000, on peut peut-être 10 000, peut-être 5 000 à Bépanda, on peut faire entrer. Mais bon, mais comme tes amis... tes amis de la FECAFOOT avec qui vous avez collaboré. Tes amis, vous avez encore un stade à Baganté qui aujourd'hui n'est jamais fait. Oui. Tu peux témoigner. Oui, mais tes amis du RDPC ont décidé qu'ils vont faire du copier-coller. Quand on dit 200 spectateurs en Europe... Hier, tu étais dedans. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça n'a pas évolué. Quand on dit en Europe que c'est 200 spectateurs, ils copient directement 200 spectateurs sans aucune base. Je crois que chez nous, on doit, quand vous avez, c'est en fonction de l'environnement. Oui, il y a des pays en Europe qui n'ont pas les mêmes mesures en Suède, ils ont adopté d'autres mesures. Comment vivre avec le Covid. Donc, pourquoi nous au Cameroun, on peut vivre avec cette maladie? D'ailleurs, on demande qu'on peut vivre avec cette maladie. Donc, on doit adopter d'autres choses. Nous, on veut aller au stade. Si on peut un stade de 30 000 places, on peut admettre 10 000. Ça ne va pas gêner. Moi, à mon avis, ça ne va pas gêner. Voilà, Raphaël Ndougo, pour vous, un CHAN sans spectateurs, ça va éteindre un peu sur la fête, le nom la fête. Oui, je crois que ça... J'ai commencé mon propos en disant que la fête aurait pu être plus belle encore si les spectateurs étaient en stade de Bépanda hier. Il risque d'avoir un souci, mais je crois que bon, là où les Lions du CHAN seront, on va dire, dans leur poule, oui. On va trouver les mécanismes. C'est pour ça. Seulement pour les Lions. Non, là, parce que vous savez, les spectateurs iront d'abord supporter leur pays. Maintenant, ceux qui sont libres... au stade, c'est pour toutes les équipes. Hein. Je suis d'accord, mais sauf que on ira beaucoup plus au stade quand les Lions vont jouer. Ou si vous voulez, quand les Lions, rappelez-le comme ça. Donc, ce qui est donc là, c'est qu'il faut trouver les mécanismes. C'est dire, bon, que Maître Pensi est... non, Serge Pensi. Voilà, Serge Pensi. Ouais, c'est le même nom. Donc, si... il y a des propositions qui peuvent être faites au niveau des organisateurs pour voir est-ce qu'on peut jouer à guichet fermé. Si on dit on prend 10 000, on vend 10 000 billets, dès que les 10 000 billets sont vendus, on arrête de vendre. C'est possible, il faut trouver des mécanismes. Ça fait même que les stades vont vivre de ça, puisqu'il faut payer, il faut entretenir ces stades-là. Ce sont ces recettes qui pourront permettre que la FECAFOOT et tous ces organes-là vivent de ça. Mais maintenant, est-ce que véritablement, les exemples qui sont pris là, d'ailleurs, on vient de parler des motos, sur Charles, Tarsi, et même le quotidien des Camerounais. Parce que on sait qu'il avait dit que c'est fini. Du coup, les gens ont dit c'est fini. Vous savez aussi que la maladie même se soigne de manière psychologique. Donc, on vit de cette manière-là. Il y a les positions de grands, mais vous savez que moi, je suis attaché à ces écoles-là. Comment on fait maintenant? Il faut peut-être nous adapter à notre système de vie. C'est-à-dire vivre avec cela. On n'a pas le même contexte, on n'a pas les mêmes conditions de vie. Parce que de toutes les façons, ceux-là qui vivent dans les pays développés ne peuvent pas vivre même 2 jours à Douala ou même dans les autres villes. Parce que nous vivons avec notre saleté peut-être liée à l'insalubrité des Camerounais, avec nos moustiques, et ainsi de suite. Cela veut dire que nos anticorps, honnêtement, sont préparés à affronter le Covid. Donc il faut ouvrir le stade. Donc, je dis qu'on peut ouvrir, on dit si c'est 30 000, on peut prendre 15 000. Et en ce moment-là, on aura quand même à peine 1 mètre de distanciation. Donc, c'est pour trouver un mécanisme que les stades aient aussi des recettes. C'est de ça qu'il est question. Mais maintenant, la vraie question, c'est comment on va faire? Est-ce que nous avons déjà trouvé la potion magique? Est-ce que ces gens-là même qui, là où ils ont inventé la maladie, ont déjà trouvé la potion magique pour nous envoyer ici, etc. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il faut qu'on arme davantage. Vous avez besoin d'une autre potion magique? Moi, je n'en ai pas besoin. Mon sœur Cléda a parlé 2 fois. Hein. Pour des autres, pour ceux qui prennent les médicaments qui viennent là-bas, moi, je suis... Si vous arrivez à la maison, les écoles sont là. Et vous savez qu'on avait indiqué ici qu'autrefois, quand on avait le soubikoumou, autrefois, on se couvrait de manière naturelle.
Donc il y a donc tout cela que nous devons nous armer de beaucoup de courage et développer notre système pour dire non, cette maladie ne viendra pas nous. Vous croyez que si ce maladie rentre au Cameroun, comme chez les autres, peut-être que nous qui parlons, on ne serait plus en train de parler. Mais comme le bon Dieu, je reviens sur la prière, le bon Dieu aime ce pays, prions davantage. Il aime l'Afrique. Merci. Donc prions davantage pour que véritablement cette affaire-là reste au niveau de ceux qui ont créé cette affaire. Dylan, il fait une chante sans spectateurs, ça gâche la fête. Il faut développer le système de fan zone. C'est la même chose? Non, il y a des fan zones autour du stade, écran géant, c'est la même chose? Toujours est-il qu'il faut que les gens se régalent. Qu'ils vivent le spectacle. Il faut effectivement que les gens se régalent. Tout à l'heure, j'ai suivi Raphaël Ndougou qui parlait des Écosses. Effectivement. Ça m'a simplement rappelé notre ministre de la Recherche scientifique qui, pendant un bon bout de temps, on attend l'aspirine qui avait été du moins recommandée par le gouvernement. On devait produire l'aspirine. Et puis après, on a vu un chamboulement, il nous a parlé de Fibangras. Enfin, c'est pour entrer. De quoi? Je crois que c'est Fibangras. Si je prononce mal. Mais elle parlait de Fibangras. Ouais. C'est quoi? Bon, elle est vraiment... Épargnez-moi, j'ai dit j'ai suivi l'information. C'est une information? Oui, c'est passé à la chaîne nationale. Et justement, je crois que elle allait dans le sens des solutions pour éradiquer la Covid. Maintenant, nous organisons une compétition et nous sommes en plein dans le contexte de la Covid. Et vous me demandez si faire entrer les gens dans les stades sera opportun. Non, je crois que la FIFA a justement pris l'ampleur de la mesure. Non, j'ai demandé, est-ce que la fête sera belle sans les spectateurs? Toujours est-il qu'aucun supporter ne va vous dire oui. Parce que le match se vit se vit mieux quand on est acteur, quand on est présent. Oui. Et donc, malheureusement, consigne faite, malheureusement, on devrait, moi je dis, peut-être pour pallier à cela, puisqu'on a parlé tout à l'heure des populations qui se retrouvent au marché, qui s'entremêlent, et on ne parle pas de la Covid, et jamais ni la FIFA, ni les gouvernements ne se sont levés au créneau pour dire, même les marchés, respecter les distanciations sociales. On peut donc comprendre qu'on ne va pas réduire la liberté des supporters à savourer leurs différents pays lors de ces compétitions. Et j'aborde, et je suis tout à fait d'accord qu'au lieu de 30 000 places, on peut admettre 10 000 et mettre un semblant de dispositif qui respecte au moins ces mesures de distanciation sociale et permettre au moins que ceux qui veulent... Les spectateurs avec des cache-nez, un peu? Oui, effectivement, les spectateurs avec les cache-nez permettent à ceux qui veulent savourer la fête de se sentir à l'aise, de se sentir libre de le faire. Si vous voulez réagir? Oui, non, je voulais tout simplement dire que les matchs de la CAN, comme celui qu'on a vécu hier, sont différents du CHAN. Oui. Parce que le CHAN, c'est les joueurs évoluant en Afrique. Et la CAN, c'est les joueurs, la plupart, c'est des joueurs professionnels, où l'UEFA et les clubs ont le pouvoir. Ils disent, OK, on est prêt à libérer les joueurs, mais il ne faudrait pas que les deux joueurs soient contaminés. Donc, on doit respecter toutes les procédures pour que les joueurs soient protégés. Donc, quand des joueurs viennent ici, on ne veut rien, ils prennent toutes les mesures pour que les joueurs soient protégés, parce que quand ils rentrent dans leur club, ils ne doivent pas ramener la maladie là-bas. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais les joueurs qui évoluent en Afrique, je crois qu'on devrait prendre d'autres mesures. Mais comme on est paresseux, comme on refuse de travailler, on va faire du copier-coller. C'est plus facile de dire, OK, on joue à huis clos et facile. Parlons un peu des fan zones. Est-ce qu'on peut, c'est un concept qu'on devrait seulement développer autour du stade? Oui, mais les fans... Comme ce qu'on a vu hier là, oui, si on avait créé un fan zone pour ceux qui ont effectué le déplacement. Les fan zones doivent toujours exister. Oui. Ça doit toujours exister. Même dans un championnat normal, il doit toujours avoir des fan zones. Parce qu'il n'y avait pas de maladie, de pandémie. Oui, hein? Même oui. Parce que les fan zones, il y a des gens qui n'aiment même pas rentrer dans le stade, qui aiment rester là dehors.
boire le bière et puis écouter quand on crie. Oui, écouter quand on crie, il saute, il regarde ce qui a marqué et puis il jubile. Il y a des gens qui ne veulent pas rentrer dans le stade, mais qui préfèrent rester dehors. Donc les fans, on peut le développer. Okay. Willy Kenye, pour vous, on doit aussi ouvrir. Non, je pleure le sort de ceux qui vont, surtout les gens qui ont les hôtels. Parce que quand vous avez les hôtels, surtout dans notre pays, vous espérez avoir un peu de sous. Et dans le contexte actuel, est-ce qu'il est évident aux supporters des équipes qui arrivent au Cameroun là, de faire des déplacements à partir du moment où on sait qu'on ne doit pas entrer au stade, on ne doit pas aller accompagner son équipe au stade? C'est la question dont je me pose aujourd'hui. Quels sont les moyens? Comment est-ce qu'on va vivre cette compétition? Alors, nous avons des équipes qui vont quitter dans les différents pays pour arriver chez nous. Ils vont venir seuls ou ils vont se faire accompagner. Ou les supporters là vont venir se placer aussi dans la rue, comme nos supporters de Camerounais. Donc ça devient un peu compliqué. Il voudrait que ce problème de Covid là puisse être revu par la FIFA, parce qu'en réalité... C'est la FIFA qui doit faire comment? Non, parce qu'à partir du moment où le médecin, ou bien ceux qui sont en charge, je veux dire le ministère de la Santé, qui nous fait comprendre à travers le cache-nez, on peut éviter un certain nombre de choses. À travers le lavage des mains, on peut éviter beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut mettre ces moyens-là à disposition ou bien à l'entrée des stades? Ça permet à ce que les différents supporters entrent au stade en prenant des écarts pour pouvoir vivre en direct les différents matchs qui vont se jouer, que ce soit à Douala et dans d'autres villes. Donc je pense que vraiment de Dieu, il est important qu'on mette l'accent sur la réflexion, que les amis de mon frère Serge Pensi ne pensent pas seulement utiliser ou bien prendre des positions qui les avantagent à eux. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour dire qu'en ce moment, nous avions à notre niveau, en ce qui nous concerne, parce que nous savions qu'en ce qui concerne, quand on parle de compétition ou bien quand on parle de la vie des gens, la première règle, c'est la sécurité. Alors nous constatons dans notre secteur actuellement, il y a l'insécurité. Donc il est important que nous identifions nos milliers de mototaximens pour éviter le pire. Parce que ce qui se passe dans notre secteur, c'est qu'il y a des gens qui profitent de l'occasion, ils utilisent les mototaxis pour aller agresser. Vous avez identifié 5 000. Il y a 500 000. Hein. Non, je voulais vous dire, les mototaxis sont organisés dans la ville de Douala par arrondissement. Oui. Nous avions 5 arrondissements. Nous avions 5 arrondissements. Oui, chaque arrondissement doit prendre les dispositions pour pouvoir identifier dans sa zone de compétence et rendre compte à la mairie de la ville. Donc tout est déjà... Oui, mais tout n'est pas question d'identifier seulement. Mais maintenant aussi le civisme dans la route, dans la rue, comment on conduit et tout ça là. Parce que quand tu regardes, quand il y a l'embouteillage et tout ça là, ils ne respectent pas, ils traversent de l'autre côté, ils roulent à sens interdit et tout et tout. Vous venez de dire qu'il n'y a pas de route. C'est ce que vous avez dit. Non. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il n'y a pas de route. Maintenant, autant de milliers de mototaxis qui ça vous donne le droit et le pouvoir de violer le code de la route au Cameroun, parce que les mototaxis sont violents. Vous avez combien de personnes dans votre famille qui arrivent à Douala et prennent la moto comme ça? Dès qu'il achète la moto, il tombe sur la route, il commence à conduire. Vous avez appris le code de la route? C'est notre faute. Apprécions moi ce que nous sommes en train de faire. Il y a beaucoup de Camerounais qui arrivent aujourd'hui et que leur intérêt c'est d'acheter la moto. À partir du moment où ils achètent la moto, ils ce qui vous intéresse c'est le gain. Ce qui vous intéresse c'est le gain. C'est le gain qui vous intéresse. Que nous avions saisi plusieurs personnes qui nous accompagnent dans pour professionnaliser notre secteur. Écoutez, arrêtez de violer le code de la route. Vous ne pouvez pas, même chez vos enfants, vous ne pouvez pas venir une fois dire que la récréation est terminée. C'est Serge. Il est important d'éduquer l'enfant. C'est pour ça que vous envoyez les enfants à l'école. Mais depuis que vous parlez d'éducation, nous avons entamé la formation, on parle de civisme. Mais ceux qui ne peuvent pas, le code de la route, ceux qui ne peuvent pas se faire même ceux qui ne peuvent pas respecter le code de la route, mais lisez le code. Il faut respecter le code de la route. Combien de personnes dans votre famille? Vous imaginez tout le monde. Vous imaginez les taximans ne respectent le code de la route parce que vous violez tout le code de la route. Vous ne respectez rien du tout. Mais si, dans quel état? Mais si, la seule différence c'est que vous ne vivez pas à Douala, vous n'avez jamais fait la moto. Vous n'avez jamais fait la moto. Vous ne connaissez rien de la moto. Non, vous ne connaissez rien de la moto. Du ballon. Moi j'ai joué quand même dans le stade de Bali. Je sais pas la si moto n'est pas un exemple. Non, c'est pour vous dire que en réalité, vous
ne maîtrisez pas la moto, vous ne pouvez pas expliquer ce que vous ne connaissez pas. Je des parle de la moto parce que grâce à la moto, j'ai bâti une vie. C'est ça qui vous intéresse, c'est le gain. C'est pas une histoire de gain. Vous ne pouvez pas éduquer un enfant le même jour. La seule chose que nous faisons aujourd'hui, c'est de rendre ce secteur professionnel comme le Rwanda. On ne sait pas le gain comment. Le gain qui vous intéresse, vous avez construit votre maison. Est-ce qu'il y a autant de gain dans la moto que le ballon comme vous? Il n'y a pas autant de gain. C'est le gain qui vous intéresse. Non, il n'y a pas autant de gain. L'éthique ne vous intéresse pas. Vous regardez dans le football aujourd'hui parce qu'il y a les milliards. Il n'y a pas les milliards dans le secteur de moto.